devrait être tout à fait satisfaisant. Alors, pour le silicium, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est présent dans les produits végétaux, beaucoup plus que dans les produits animaux. Vous savez, ce qui tient une plante, ce qui fait que cette plante, cette salade que nous allons consommer ou ces fruits, eh bien, souvent, vous avez du silicium autant que du calcium. Souvent, on l'a oublié. Et donc, c'est extrêmement utile de le savoir. Et effectivement, les végétariens ou les véganes, en général, ne sont pas tellement carencés dans le silicium. Par contre, ceux qui ont une alimentation avec trop de produits animaux, eh bien, peuvent être carencés en silicium, et en particulier, on s'en est rendu compte chez les personnes âgées, avec des carences en silicium qui peuvent, quand elles sont neutralisées, on se rend compte que dans les maladies débutantes d'Alzheimer, de Parkinson, de sclérose en plaques, il y a des améliorations incontestables ou des freins de la maladie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il y a une chose qui est absolument capitale à bien expliquer. Tout à l'heure, tu as fait un geste important en expliquant la chélation, c'est-à-dire on met en prison. Eh bien, figurez-vous que le silicium est un magnifique, le numéro 1 des chélateurs de l'aluminium. Il est capable d'emprisonner l'aluminium et de le faire éliminer par voie urinaire ou par voie digestive, plus par voie urinaire que par voie digestive. Or, rappelez-vous, je vous ai dit, l'aluminium n'est pas fait pour nous. Il n'est pas fait pour notre corps. Et c'est pour cette raison que nous finirons par gagner. Ça sera dur parce qu'il y a des énormes intérêts financiers. Mais nous finirons par faire supprimer l'aluminium des vaccins. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit présent et nous connaissons parfaitement comme adjuvant pour le remplacer tout simplement le phosphate de calcium qui a été utilisé dans les années 80 et qui n'a jamais fait que du bien et qui peut être un adjuvant stimulant le système immunitaire. Donc retenez que les quantités d'aluminium que nous donnons par l'intermédiaire, nous médecins, malheureusement, des vaccins, eh bien, le silicium peut être un chélateur, c'est-à-dire pas quelqu'un, mais un oligoélément qui va emprisonner l'aluminium pour l'éliminer. Et c'est important parce que notre collègue Christopher Exley, que je connais bien maintenant pour l'avoir rencontré plusieurs fois, avec lequel je suis en contact, je dirais quasiment permanent, a des publications très précises où il montre que dans les maladies neurodégénératives, que ce soit la sclérose en plaques, le Parkinson ou l'Alzheimer, eh bien, il y a des concentrations d'aluminium qui sont des concentrations qui abîment le neurone, qui peuvent créer ce qu'on appelle des plaques amyloïdes, stimuler des protéines tau, qui sont des protéines toxiques dans ces maladies neurodégénératives. Donc, le silicium a sa place. Alors, la question importante, il sert à quoi dans notre corps? Eh bien, vous le trouvez dans les articulations, vous le trouvez dans le système osseux, vous le trouvez au niveau des yeux, au niveau de la cornée, au niveau de votre cristallin. Et pour tout vous dire, avec mon âge de 74 ans, je ne porte plus de lunettes parce que je me suis rendu compte qu'en consommant, je voulais surtout éliminer l'aluminium des vaccins que j'avais pris, eh bien, en consommant du silicium, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que je ne me servais plus de mes lunettes que j'avais pourtant dans la poche. Voilà. Et progressivement, je me suis dit, je vais continuer. Et donc, je prends tous les jours mes 30 millilitres avant mon petit déjeuner que je mets sous la langue, absorption sublinguale. Donc, 30 millilitres par jour, ce qui fait à peu près les 5 milligrammes qui est le minimum nécessaire pour ma santé. Et avec ça, ma cornée va bien, mon cristallet va bien, et j'ai pas besoin d'aller chez l'ophtalmo pour me faire tel ou tel soin. Donc, retenez que pour les personnes au-delà d'un certain âge, eh bien, le silicium a une véritable fonction de chélateur de l'aluminium et en même temps utile aux articulations, utile à la vision, utile à la peau, utile à tout le système, je dirais, de l'enveloppe de notre corps et de son fonctionnement, je dirais, physique, articulation, musculaire, etc. Voilà. Est-ce que, Jean, tu as d'autres choses à ajouter sur le silicium pour qu'on passe au fer, peut-être? Alors, j'en ai une qui vient d'arriver. Est-ce que le silicium aide à améliorer le psoriasis? Alors, oui. Pour la peau, il a un intérêt incontestable, donc il peut être utilisé. Alors ça peut se faire sous la forme d'une petite application légère sur la zone psoriasique. Ce que je conseillerais toujours, c'est comme le psoriasis est très souvent bilatéral, par exemple, on va prendre le coude ou les genoux, eh bien, c'est de mettre des petites couches matin et soir d'aluminium sur le côté droit sans en mettre sur le côté gauche, de telle façon qu'on puisse comparer au bout d'un certain nombre de jours, en général en une semaine, qu'il y a ou non une amélioration. Et en même temps, ne pas avoir peur
d'en consommer, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas de risque d'excès. Il y a une élimination si vous en prenez trop, tout simplement par voie urinaire. Autre question? Dans quels aliments est-ce qu'on trouve le silicium? Alors, on trouve le silicium dans tous les végétaux, pratiquement, vous en avez dans tous les végétaux, dans la mesure où, toujours pareil, vous les prenez plutôt frais, que ce soit des salades, que ce soit des épinards, que ce soit des légumes, des légumineuses, vous aurez du silicium sans aucun problème. Mais comme nous sommes dans une société, malheureusement, malgré tout ce que nous disons, où l'alimentation carnée, l'alimentation des produits animaux est toujours supérieure aux produits végétaux, eh bien, on se retrouve en carence. C'est pour cette raison que nous disons et nous insistons beaucoup sur augmenter vos rations végétales, aller jusqu'à 70% de végétaux et pas plus de 30% de produits animaux. Est-ce que le silicium peut aider pour la sécheresse oculaire? Oui, pourquoi pas. Je dirais attention parce que la sécheresse, où qu'elle soit au niveau de l'œil, qu'elle soit au niveau de la peau. Récemment, j'avais quelqu'un qui me disait, moi, avec le gel hydroalcoolique, j'en ai marre parce que je fais finir par avoir un cancer. La personne se trompait parce que, évidemment, il en mettait tout le temps sur les mains. Il se sèche complètement les mains avec le gel hydroalcoolique avec 60 degrés d'alcool, ce qui est quand même important. Alors que le savon de Marseille ne donnera pas ce genre de complications. Donc, pour revenir à la question, oui, ça peut vous aider au niveau oculaire, mais n'oubliez pas que si vous avez une sécheresse à un endroit du corps où qu'il soit, c'est que vous avez probablement une déshydratation. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous faire pleurer, ça veut dire qu'il faut que vous buviez davantage. Un homme qui mesure 1m65, 70, 1m, etc., il doit boire minimum son litre et demi chaque jour et ne pas se dire je bois beaucoup parce qu'il a pris 3 verres au moment du repas. Il faut boire beaucoup et ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Question suivante. Alors, ouais, pour un Gauge-Rochegren, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maladie auto-immune liée justement à des problèmes de mauvaises habitudes au pluriel alimentaire, dans lesquelles on va vous donner des traitements, on va vous hospitaliser en rhumatologie avec des traitements souvent qui sont très lourds pour essayer de stimuler une immunité en réalité en ayant un rôle anti-inflammatoire. Je crois que quand vous avez ces maladies qui commencent, attention, changez vos habitudes alimentaires. C'est la nutrition qui est en cause dans la plupart des maladies auto-immunes, qu'elles touchent la thyroïde, qu'elles touchent la peau, qu'elles touchent le système nerveux central ou le système digestif. Est-ce que le silicium est utile pour les enfants vaccinés et si oui, à quel dosage? Alors, c'est pas très compliqué. Nous avons fait des calculs là-dessus. Il faut considérer que c'est 1 millilitre par tranche d'âge de 1 an. Ça veut dire, l'enfant a 1 an. Comme vous le vaccinez dès l'âge de 2 mois. Bon, à 1 an, ça fait déjà 8 mois, pas plus, 10 mois qu'il a été vacciné. Donc, vous pouvez lui donner 1 millilitre tous les jours que vous allez mettre dans son biberon, progressivement dans sa purée ou dans ce qu'il a. Ensuite, à 2 ans, vous donnerez 2 millilitres. À 3 ans, vous donnerez 3. Et nous avons demandé au laboratoire, le meilleur que je connaisse actuellement, je peux vous le dire, il est à Tarragone, en Espagne. Nous avons demandé qu'il y ait une petite seringue pour que les parents ne se trompent pas quand ils donnent la quantité. Bon, il faut faire attention, comme toujours. Il ne s'agit pas de se dire, plus je vais lui en donner, plus il va être bien, plus il va éliminer son aluminium qui était dans son vaccin. D'abord, moi, ce que je conseille en ce moment, c'est d'arrêter les vaccinations. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que le gouvernement s'est pas trop vanté. C'est assez étonnant de donner récemment le programme des vaccinations. Hein, voyez, et donc je pense que vous pouvez en profiter, si on peut dire, dans cette période extrêmement compliquée avec le Covid-19 pour ne pas vacciner pour l'instant vos enfants. Quant au vaccin contre le Covid-19, je crains fort que nous ne l'ayons que quand l'épidémie soit passée, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand il y a eu le premier Covid, celui de 2004, et puis le deuxième de 2013, le MERS, qui était le COV-2 en réalité, eh bien, quand le vaccin a été préparé par l'Institut Pasteur, il l'a appelé d'ailleurs le candidat vaccin, c'était trop tard, on n'en avait plus besoin. Mais je pose la question quand même, parce qu'il y a certainement des gens de l'Institut Pasteur qui nous écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 16 années? Qu'avez-vous fait de ce vaccin? Comment se fait-il
comment se fait-il, et je pose la question d'une manière extrêmement sérieuse, que vous n'ayez pas prévu qu'il y aurait le COV2 actuel, qui est en réalité le troisième, parce que c'était parfaitement prévisible. Comment se fait-il que la Corée du Sud, Singapour et Taïwan, eux, aient absolument prévu une organisation de confinement qui fait qu'ils ont eu finalement très peu de morts, mais ces trois pays ne sont peut-être pas des grands spécialistes comme le sont la France ou comme l'est la Chine ou les États-Unis de ces vaccinations. Donc, je pose la question, comment se fait-il qu'il y a eu un candidat vaccin et que ce candidat, nous arrivons maintenant et nous avons une pandémie mondiale avec un blocage des 5 continents et nous n'avons pas de vaccin? Alors on nous promet, il y a, je lisais ça dans la presse encore aujourd'hui et hier, il y a des laboratoires qui se battent, qui sont là en train de se battre pour que nous ayons les prochains vaccins. Ben, je leur souhaite beaucoup, beaucoup de chance et le plus vite possible. Mais attention de ne pas nous faire trop rêver. Il y a incontestablement un besoin de vaccination, vous voyez, un besoin de vaccination et le plus rapidement possible. On passe au fer, Jean? Oui. Alors, donc, le fer, c'est un oligo-élément. Alors, il y a beaucoup de questions qui fusent concernant le silicium. Combien de temps le silicium après le vaccin? Ah, moi, je pense que pour un enfant, c'est minimum 6 mois. Hein. 6 mois, pendant au moins 6 mois, ben, vous allez lui apporter s'il a 1 an, s'il a 2 ans, vous lui donnerez la dose. Ça, vous pouvez le faire au minimum 6 mois. Voilà. C'est déjà une chose utile pour éliminer cet aluminium qu'il a eu relativement récemment parce qu'il l'a dès son premier vaccin à 2 mois et il l'a ensuite au rappel. N'oubliez pas que les doses d'aluminium, nous l'avons publié sur mon site, les doses d'aluminium qui sont apportées par les vaccinations, c'est en fonction des laboratoires, 14 à 17 fois au-delà des doses toxiques. Et Madame la ministre, qui n'est plus ministre, et qui pensait que je serais pas très longtemps médecin et qu'elle, elle serait éternellement ministre, elle n'est plus ministre et moi, je suis toujours médecin. D'accord? Ça, je le dis au passage parce que c'est extrêmement grave. Il y a des doses d'aluminium dans les vaccins qui sont excessives. Et je dirais, le ministère le sait et le président de la République le sait, nous lui avons écrit. Pour l'instant, nous n'avons pas eu encore de résultats, mais nous finirons par y arriver. Autre question? Oui, pour recentrer le débat sur l'immunité, et peut-être avant de passer au fer, les liens entre le silicium et le système immunitaire. Ah ben écoutez, c'est toujours la même chose. C'est un petit peu comme le zinc, mais je dirais pas de la même façon, avec un même. On pourra dire, on a dit le zinc qui est transporté et qui va pénétrer dans la cellule et qui va jouer un rôle positif pour le fonctionnement de la cellule. Le zinc, c'est autre chose. Le zinc, il va se mettre sur des cellules particulières. Comme je vous ai dit, des cellules du système conjonctif, c'est-à-dire de la périphérie de l'articulation, au niveau du système osseux, au niveau de l'œil, au niveau des cartilages, vous voyez. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il peut être au niveau du cartilage, par exemple, du larynx, au niveau du cartilage de la trachée, mais il ne va pas jouer un rôle au niveau des cellules du système respiratoire. On le retrouvera dans le tissu hépatique, on le retrouvera dans le tissu rénal pour les éliminations et pour aider à la chélation de l'aluminium et à son élimination. Très bien. Alors, oui, j'entends ce que vous dites sur l'aluminium, mais je vous rappelle que l'on peut mourir de la rougeole ou de la tuberculose. Oui, ou du Covid-19. Mais il n'y a pas la dame ou le monsieur qui a écrit. Je lui rappelle que dans le vaccin qui est ROR, rougeole, oreillon, rubéole, il n'y a pas d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'un adjuvant pour stimuler le système immunitaire et que les 3 vaccins rougeole, oreillon et rubéole, ce sont des virus inactivés. C'est-à-dire des virus qui dorment, je vous simplifie un peu la chose, et donc quand vous donnez ces 3 virus inactivés à un enfant, puisque c'est vers l'âge de 11-12 mois, et je vous fais remarquer qu'auparavant, la vaccination contre la rougeole était déjà dès l'âge de 3 mois. Et comment a-t-elle été reculée? Pourquoi donc a-t-elle été reculée? Moi, je vais vous le dire. Elle a été reculée tout simplement parce qu'on a ajouté au vaccin de la rougeole les oreillons et la rubéole.
Et que donc vous avez 3 virus inactivés et qu'il ne faut surtout pas vacciner un enfant qui est fatigué. Jamais vacciner un enfant, quel qu'il soit, et en particulier le ROR, pour un enfant qui est fatigué, qui est enrhumé, qui a une petite otite, qui est grincheux, qui est douloureux, tout ce que vous voudrez, c'est surtout pas le moment de le vacciner parce que vous pouvez avoir des complications. Autre chose, quand vous avez en Afrique des enfants qui sont très dénutris, qui sont mal nourris malheureusement, et c'est beaucoup notre faute, parce que nous n'aidons pas au développement d'une agriculture de qualité dans ces pays-là, eh bien, un gosse qui va faire la rougeole va développer des troubles cutanés très importants, des troubles respiratoires. Et il va être sauvé, il y a des publications très intéressantes là-dessus, par des apports massifs de vitamine A, vous entendez, de vitamine A, qui vont être donnés par voie intraveineuse. Donc, je répète que le virus, les virus rougeole, oreillon, rubéole, dans ces vaccins-là, il n'y a pas d'aluminium. Et ça, je l'ai dit dès le départ, je n'ai jamais été opposé à ces vaccinations, contrairement à ce que certains journalistes assez soi-disant médiatiques ont pu raconter sur ma personne, mais comme ils ne lisent pas ce que l'on dit, évidemment, ils ne peuvent pas le savoir. C'est pas toujours leur faute. Question suivante. Alors, on peut peut-être passer. J'ai beaucoup de questions j'ai l'impression que les gens veulent savoir comment tu fais pour pas avoir de lunettes sur le nez. Oui. Quelle marque de silicium tu utilises? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah ben pour pas avoir de lunettes sur le nez, moi ce que j'utilise c'est tout simplement du silicium organique. Pour moi, siliplante, c'est-à-dire parce que il y a des éléments des végétaux et c'est ceux qui est fabriqué à Tarragone et que vous trouvez donc sur le site de Famille Santé Prévention où nous avons obtenu sans aucun avantage une réduction pour tous ceux qui sont des membres correspondants de l'association Famille Santé Prévention. Vous pouvez le trouver très facilement sur le site. Voilà. Et personnellement, je vous dis ce que je prends et je ne l'oublie pas. Je prends mes 30 millilitres tous les jours que je mets sous la langue pendant que je fais chauffer l'eau de mon café ou de mon cacao. Très bien. Donc, on voulait passer au fer par la suite. C'est un oligoélément qu'on connaît beaucoup plus parce que, de fait, le fer a une place privilégiée au sein de l'hémoglobine, donc qui est cette molécule qui permet le transport de l'oxygène. Et effectivement, si on est carencé en fer, on peut avoir ce qu'on appelle une anémie, c'est-à-dire un défaut du transport de l'oxygène dans le sang. Donc, on va être plutôt pâle, on va avoir un essoufflement très facile. Il y a plein de petits signes comme ça. La fréquence cardiaque qui est un peu plus importante, un petit peu d'essoufflement chronique. Voilà. Alors, cet oligoélément, ce qu'il faut savoir, c'est que le fer, il intervient dans beaucoup d'autres choses et il est très important, notamment au niveau du foie. Au niveau du foie, on avait évoqué d'ailleurs ce sujet-là quand on avait parlé de la détoxication. J'avais évoqué que le fait que le fer intervient dans ce qu'on appelle les métalloprotéines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cytochromes en fait, qui sont des